Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième chronique autour de la question de la vulnérabilité. Et cette fois-ci, j'ai tout simplement eu l'envie de m'interroger et de vous parler de ce qui fait apparaître la vulnérabilité, en particulier la vulnérabilité de l'autre. Comment sait-on l'autre vulnérable? Alors, on peut essayer d'explorer plusieurs pistes. La première, ce serait celle de la logique. Tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Évidemment, c'est le savoir le plus abstrait qu'on puisse imaginer. La logique ne nous dit rien de l'expérience de la vulnérabilité de l'autre. Alors, est-ce qu'on pourrait connaître la vulnérabilité de l'autre, en particulier sa mortalité, à travers les statistiques? Encore moins. Je crois que nous avons d'ailleurs malheureusement un magnifique exemple, si j'ose dire, de décompte des morts qui nous met bien faiblement en rapport avec l'expérience de ce qui est vécu par les gens qui ont été directement dans leur famille, dans leur chair, touchés par la Covid-19. Donc les statistiques ne nous disent rien de la mort de l'autre. On meurt, comme dit Heidegger dans Être et temps. On meurt et pendant que je dis on meurt, les cas de mort me laissent entendre que moi-même je ne suis pas touché par la mort. Moi-même, mais toi non plus. Parce que si c'était toi, ce serait déjà moi. Donc, petit rappel pour ceux qui m'écoutent depuis un moment, évidemment, parce que ce n'est pas la première fois que je lis ce texte, il est tellement parlant. La vie publique, où prend place l'être en compagnie quotidien, connaît, entre guillemets, donc il ne la connaît pas en fait, la mort, comme une rencontre qui se produit constamment, comme cas de mort, entre guillemets, autrement dit, comme non-rencontre. Je ne rencontre pas la mort comme cas de mort, ça n'existe pas, ça n'est pas une expérience véritable. Un tel, qu'il soit proche ou lointain, meurt, entre guillemets, à nouveau, pour bien montrer la distance vis-à-vis du phénomène et de l'expérience. Des inconnus meurent, toujours entre guillemets, chaque jour et à chaque heure. Alors on croirait entendre, actualiser, voilà, hier il y avait 80 000 morts, maintenant il y en a 85 000. Voilà, et ce sont des cas de mort. La mort se rencontre comme un événement, la mort aussi entre guillemets dans le texte. C'est intéressant parce que c'est pas vraiment la mort au fond. La mort se rencontre comme un événement bien connu qui se produit dans le monde. C'est très vague. Le on meurt répand l'opinion que la mort frappe, si l'on peut dire le on. Donc, le cas de mort ne me dit rien de la mort. L'explicitation publique dit on meurt parce que tout un chacun, et nous on peut s'en convaincre, ce n'est justement pas moi, ce n'est personne. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi non plus. Donc, que reste-t-il ? Qu'est-ce qui nous met au contact de la mort de l'autre ? Eh bien, c'est tout simple. Ce qui nous met au contact de la mort de l'autre, c'est l'expérience de l'amour. Il y a une immédiateté du savoir de la mortalité de l'autre, non pas de sa mort, mais de sa mortalité, du pouvoir mourir de l'autre, dès que l'on aime. J'ai eu un professeur à la Sorbonne qui s'appelait Henri Biraud, et qui un jour avait raconté qu'il avait eu un dialogue avec Gabriel Marcel, le philosophe Gabriel Marcel, qui lui avait dit aimer, c'est dire à l'autre, toi tu ne dois pas mourir. Et Biraud avait répondu, cette phrase qui m'a toujours frappée, non monsieur, aimer quelqu'un c'est lui dire, toi tu ne dois pas mourir, mais toi tu peux mourir. Tu peux mourir. Et dans l'instant même où l'on aime, c'est un savoir qui s'impose. Nous ne doutons jamais du retour du petit chef de service qui va nous ennuyer, même si nous lui en voulons beaucoup, nous pouvons même lui souhaiter le pire, mais au fond, on peut le faire avec d'autant plus de désinvolture qu'on n'y croit pas. L'importun, ne va pas mourir, ne peut pas mourir. En revanche, que nous aimions qui que ce soit,
que ce soit sur le mode amical, sur le registre amoureux, ou bien entendu quand on est parent, dans l'instant même où l'on aime, nous savons que l'autre peut mourir. Et dans ce cas, que l'autre soit retardé pour une raison ou une autre de quelques instants, de quelques minutes, et tout de suite on se dit, peut-être qu'il pourrait lui être arrivé quelque chose. On dit ça avec beaucoup de pudeur d'ailleurs. On ne le dit pas vraiment parce que c'est une expérience tellement inquiétante que, au fond, nous le savons tellement que nous ne pouvons même pas le dire. Et c'est sans doute la raison pour laquelle ce savoir du pouvoir mourir de l'autre est entouré d'un assez grand silence. Pour préparer cette chronique, j'ai essayé de chercher des auteurs qui parlaient de ça, et bien j'en ai pas beaucoup trouvé. On ne parle pas de ce savoir étrange et immédiat qui fait que dans l'instant où l'on aime, on sait que l'autre peut mourir. Toi, tu peux mourir, disait Biro. C'est tellement profond, tellement vrai. Quels sont néanmoins les auteurs qui semblent avoir approché le dire de ce phénomène-là? Très peu. J'ai pensé à Donald Winnicott, évidemment, et sa préoccupation maternelle primaire. Qu'est-ce que c'est que la préoccupation maternelle primaire? C'est l'inquiétude vis-à-vis de tous les petits signes de malaise que peut manifester l'enfant. C'est-à-dire que la mère sait très bien, dans l'instant même où elle a mis son enfant au monde, qu'il est fragile. Et ça développe chez elle une hyper-attention, une hyper-inquiétude. C'est presque extrême, c'est presque un état pathologique, dit Winnicott, mais c'est un état pathologique normal. C'est-à-dire que le savoir de la fragilité de l'enfant, et qui n'est pas proportionnel, là encore, aux statistiques. Au fond, on pourrait dire les mères doivent être aujourd'hui plus rassurées, puisque la mortalité infantile a quand même notablement baissé. Mais ce n'est pas une affaire de statistiques. Quand bien même on meurt quantitativement moins, ça n'empêche pas que ça n'annule en rien le pouvoir mourir de l'autre. De telle manière que la mère est dans un état d'inquiétude constant. Alors, évidemment, ce sont des textes qui ne sont pas tout à fait récents et qui ne sont pas exempts d'un certain conditionnement social, et notamment dans la concentration sur la seule mère de cette préoccupation maternelle primaire. Je connais évidemment des pères qui sont, si j'ose dire, en état de préoccupation maternelle primaire, puisque le père, lui aussi, est au contact immédiat de cette fragilité, de cette vulnérabilité. Et c'est une vulnérabilité qui est assez difficile à soutenir. C'est pourquoi on n'en parle pas. Donc j'ai trouvé évidemment des textes sur le deuil. Ça, on en trouve. Par exemple, Christophe Fauré a beaucoup travaillé sur... Le psychiatre Christophe Fauré a beaucoup travaillé sur cette difficulté à se relier à la douleur du deuil. Donc déjà, ça, c'est difficile. Se relier à la douleur du deuil, c'est très très difficile. Et la tentation et la tendance, ça peut être d'escamoter. Donc, alors, il y a décrit plusieurs manières d'escamoter la rencontre avec la douleur du deuil. On se jette à corps perdu dans le travail. On ne veut pas approcher le moindre souvenir, on écarte toutes les photographies. Il raconte le cas d'une mère qui a perdu son enfant et qui ne touche aucun de ses objets, elle ne peut même pas monter dans sa chambre. Et il lui faudra justement apprivoiser cette immense douleur et retourner à tous les signes qui ont manifesté la présence de l'enfant pour qu'elle puisse entrer dans le deuil. J'allais dire faire le deuil, c'est une expression qui m'est particulièrement
désagréable. Donc je préfère dire entrer dans le deuil. Je ne sais pas si on fait jamais le deuil de quelqu'un qu'on a véritablement aimé. Mais en revanche, je crois que c'est très important d'entrer dans le deuil, d'entretenir une certaine familiarité avec la douleur de la perte. Évidemment, le cas le plus célèbre en la matière, c'est Victor Hugo. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Voilà. C'est d'une simplicité désarmante. C'est le plus beau poème de Victor Hugo, parce que c'est sa douleur qui parle. C'est la douleur qui parle. Donc, l'approche du deuil, on rencontre. L'approche autrement dit, l'approche de la perte, on rencontre dans la littérature, dans la psychologie. L'approche de la possibilité de la perte, c'est beaucoup moins fréquent. Pourquoi c'est beaucoup moins fréquent? Parce que c'est une expérience à laquelle il est presque impossible de se relier. Les stoïciens ont réglé le problème de façon radicale, en décidant résolument de ne pas s'y relier. Qu'est-ce que nous dit Épictète de façon terrible? Je te sais mortel, donc si tu meurs, je n'en éprouverai aucun chagrin. C'est un côté tout à fait monstrueux. Attendez, je vous trouve la phrase exacte, qui est quand même assez sidérante. Si tu aimes un pot de terre, dis-toi que tu aimes un pot de terre, et s'il se casse, tu n'en seras point troublé. Si tu aimes ton fils ou ta femme, dis-toi à toi-même que tu aimes un mortel, et s'il vient à mourir, tu n'en seras point troublé. C'est terrible. C'est terrible. En même temps, c'est une réponse tout à fait compréhensible. C'est tellement difficile d'entrer dans la perspective, dans la possibilité de la perte, que généralement, on escamote. Qui a essayé de ne pas escamoter? Eh bien, j'ai trouvé un exemple littéraire qui, justement, n'est pas littéraire. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi, qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. C'est La douleur de Marguerite Duras. Vous savez que Marguerite Duras était mariée à Robert Antelme, ils étaient déjà séparés d'ailleurs, je crois, lorsqu'il est parti en déportation, et elle l'a attendu. Et puis les camps ont commencé à être libérés. Et elle ne savait pas s'il allait revenir. Ce qu'elle dit de la douleur après coup, je veux dire du texte qu'elle a intitulé « La douleur », est très étonnant. Elle dit que ce texte, elle ne se rappelle pas l'avoir écrit. J'ai retrouvé ce journal dans 2 cahiers des armoires bleues de Naufle-le-Château. Je n'ai aucun souvenir de l'avoir écrit. Je sais que je l'ai fait, que c'est moi qui l'ai écrit. Je reconnais mon écriture et le détail de ce que je raconte. Je revois l'endroit, la gare d'Orsay, les trajets, mais je ne me vois pas écrivant ce texte. Quand l'aurais-je écrit? En quelle année? À quelle heure du jour? Dans quelle maison? Je ne sais plus rien. Ce qui est sûr, évident, c'est que ce texte-là, il ne me semble pas pensable de l'avoir écrit pendant l'attente de Robert. Comment ai-je pu écrire cette chose que je ne sais pas encore nommer et qui m'épouvante quand je la relis? Comment ai-je pu de même abandonner ce texte pendant des années dans cette maison de campagne régulièrement inondée en hiver? La première fois que je m'en soucie, c'est à partir d'une demande que me fait la revue Sorcière d'un texte de jeunesse. La douleur est une des choses les plus importantes de ma vie. Le mot « écrit » entre guillemets ne convient pas. Je me suis trouvée devant des pages régulièrement pleines d'une petite écriture extraordinairement régulière et calme. Je me suis trouvée devant un désordre phénoménal de la pensée et du sentiment auquel je n'ai pas osé toucher et au regard de quoi la littérature m'a fait honte. Donc c'est un texte
au nom duquel elle renierait presque ce qu'elle a écrit comme écrivaine, c'est-à-dire en tant qu'auteur, en tant que faisant de la littérature. Effectivement, ce n'est pas la littérature qui parle, ça n'est pas un texte de création à proprement parler, c'est quelque chose comme l'angoisse, la préoccupation maternelle primaire dont parle Winnicott, qui parle de soi, c'est-à-dire cette inquiétude face à la possibilité que l'autre ne soit plus. La possibilité, non pas la certitude, mais la possibilité. Je vous lis le début du texte. Avril. Face à la cheminée, le téléphone. Il est à côté de moi. À droite, la porte du salon et le couloir. Au fond du couloir, la porte d'entrée. Il pourrait revenir directement, il sonnerait à la porte d'entrée. « Qui est là, c'est moi !» Il pourrait également téléphoner dès son arrivée dans un centre de transit. « Je suis revenu, je suis à l'hôtel Lutetia pour les formalités. » Il n'y aurait pas de signe avant-coureur, il téléphonerait, il arriverait. Ce sont des choses qui sont possibles, il en revient tout de même. Il n'est pas un cas particulier. Il n'y a pas de raison particulière pour qu'il ne revienne pas, il n'y a pas de raison pour qu'il revienne. Il est possible qu'il revienne. Il sonnerait « Qui est là ? C'est moi !» Il y a bien d'autres choses qui arrivent dans ce même domaine. Ils ont fini par franchir le Rhin. La charnière d'Avranches a fini par sauter. Ils ont fini par reculer. J'ai fini par vivre jusqu'à la fin de la guerre. Il faut que je fasse attention, ça ne serait pas extraordinaire s'il revenait, ce serait normal. Il faut prendre garde de ne pas en faire un événement qui relève de l'extraordinaire. L'extraordinaire est inattendu. Il faut que je sois raisonnable. J'attends Robert qui doit revenir. Le téléphone sonne. « Allô, allô, vous avez des nouvelles ?» Il faut que je me dise que le téléphone sert aussi à ça. Ne pas couper, répondre. Ne pas crier, de me laisser tranquille. Aucune nouvelle. Rien, aucune indication, aucune. Vous savez que Belzen a été libéré. Oui, hier après-midi, je sais. Silence. Est-ce que je vais encore le demander? Oui, je le demande. Qu'est-ce que vous en pensez? Je commence à être inquiète. Silence. Il ne faut pas se décourager. Tenir. Vous n'êtes hélas pas la seule, je connais une mère de 4 enfants. Je sais, je m'excuse, je dois sortir, au revoir. Je repose le téléphone, je n'ai pas bougé de place. Il ne faut pas trop faire de mouvement, c'est de l'énergie perdue. Gardez toutes ses forces pour le supplice. On comprend pourquoi après, en relisant ça et en ayant le sentiment de ne pas l'avoir écrit, donc c'est quelque chose en elle-même qui l'a écrit. C'est ce savoir dont je parle, ce savoir de la possibilité de la mort de l'autre, ce savoir de la vulnérabilité de l'autre, qui évidemment ici est mis et potentialisé par l'extrême incertitude qui suivait la libération des camps. Mais on voit bien que c'est un savoir à peine dissible. C'est quand même très très troublant que quelqu'un ait écrit un texte pareil sans se souvenir de l'avoir écrit. Et c'est pourtant le cas. On comprend le silence autour de ce phénomène, puisque quelqu'un même qui l'a écrit, autrement dit quelqu'un qui a été au contact le plus immédiat de ce savoir de la vulnérabilité de l'autre, est complètement refoulé, en quelque sorte, cette expérience. Alors, que faire de cette expérience? D'abord, on voit bien qu'elle n'est pas facilement maniable, manipulable. C'est une expérience qui vous tombe dessus, que vous pouvez connaître dans l'expérience de la maladie de l'autre, par exemple, mais au fond dont vous ne pouvez pas dire grand-chose. Pourquoi pourrait-on et devrait-on même essayer d'approcher ce savoir de la vulnérabilité de l'autre, mais du vivant en général? Eh bien parce qu'on sent bien que si l'on avait ce savoir, au fond, on ne pourrait plus être indifférent. On aurait une envie folle de protéger. Imaginons, rêvons un peu, ayons un rêve, faisons un rêve, comme disait Luther King, que nous soyons au contact de la vulnérabilité de l'autre. Soudain,
on se met à le protéger. Si nous avions ce savoir si sensible, si indicible de la vulnérabilité du vivant, on cesse de le détruire. Bien entendu, on imagine les retrouvailles après ce moment-là, puisque Robert Antelme est revenu. Mais on sent comment c'est difficile d'approcher cela et en même temps comment, en effet, ce serait à partir d'une telle expérience qu'on pourrait reconfigurer le monde, comme j'ai essayé de le dire la dernière fois. Reconfigurer le monde parce que, au moins, on en prendrait soin. Le savoir de la vulnérabilité de l'autre, c'est forcément l'attention d'une délicatesse infinie à l'autre. Et c'est la raison pour laquelle Duras a raison contre les stoïciens, évidemment. C'est même pas une question de raison, c'est elle qui est dans l'expérience de la vie. Et l'expérience de la vie, c'est l'expérience de la vulnérabilité de cette vie. Et le devoir que cela impose d'en prendre infiniment soin. Voilà, c'est de cela que je voulais vous parler ce matin. Je vous remercie.